en 2006, il y avait très peu de clients finaux finalement sur Nantes. Alors j'étais comme je disais, à Accenture dans une ESN, mais je pense que le constat c'était qu'on était un peu vu comme du nearshore pour les DSI parisiennes, donc on était un peu les devs, pas cher, pas trop loin. Et maintenant il y a vraiment plein de boîtes tech qui sont installées sur Nantes, et donc il y a vraiment un choix. Enfin, on voit plus que ça continue à arriver. Bonjour à tous, ici Olivier Bonnet, je suis le CTO de Blablacar et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Michelet qui est CTO de Shopopop. Alors j'accueille Laurent parce qu'on lance une série sur les CTO à Nantes avec le collectif Un Job à Nantes. Nantes c'est un des écosystèmes numériques locaux les plus dynamiques en France. Et le collectif Un Job à Nantes existe depuis déjà 3 ans et a été créé par l'agence de développement économique Nantes-Saint-Nazaire Développement et la cantine numérique. Il permet, avec les boîtes du territoire nantais, de mettre en place des actions de communication, des événements pour promouvoir la marque employeur des entreprises et du territoire, de parler de Nantes et de son environnement tech et bien sûr de pousser des offres d'emploi tech. Alors Laurent, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Bonjour Olivier et bonjour aux auditeurs de TechRox. Donc moi je suis Laurent Michelet, donc je suis CTO chez Shopopop, à l'occasion d'en reparler de la boîte que je pense que tout le monde ne connaît pas. J'ai 39 ans, je suis papa de filles de 9 ans et 12 ans. Super, et donc Shopopop est intégralement basé à Nantes. Ouais, alors pas intégral, on est en gros on est 140 à Shopopop, on est 110 à Nantes. La boîte elle a été créée à Nantes, quelques personnes qui sont dans d'autres pays aussi, pour le développement du coup de notre activité niveau européen. Ouais, super. Bah, nous, chez Blablacar, on a aussi une communauté nantaise bien représentée avec une quinzaine de personnes qui se retrouvent et qui aiment bien bosser ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours pour en arriver là? Ouais, alors moi, juste, le côté, tech, je l'ai eu assez tôt, c'est-à-dire j'ai commencé à faire du développement, vraiment très tôt, je pense fin de collège si j'ai une bonne mémoire, en autodidacte sur du C++, donc j'ai commencé en plus sur du direct, sur des trucs un peu touchy. J'ai tout de suite su que j'allais faire ça, ça allait être mon métier. Donc globalement, mon idée c'était d'arriver très rapidement sur le marché du travail, donc j'ai pas fait d'études longues, au sens où j'ai fait un DUT info, une licence pro info, et direct j'ai commencé à travailler. Après j'ai fait quand même un master en cours du soir au CNAM, par la suite, mais globalement, mon idée c'était de rentrer, dans le dur assez rapidement. J'ai commencé dans une holding à Tours, pour faire du développement web, enfin je faisais un peu de tout. On était dans une DSI, on était 4 pour gérer une boîte de plus d'une centaine de personnes. Donc je faisais de la maintenance informatique, je fais de l'administration réseau, administration de base de données, enfin du développement sur le logiciel, du développement sur les sites web, un peu de tout, et ça c'est top pour commencer parce que du coup ça permet d'avoir un spectre hyper large, de connaissances dès le début. Puis j'étais à Tours, donc je suis arrivé à Nantes, donc là si je remonte, c'est en 2006, je travaillais à Accenture pendant 2 ans, donc là j'ai fait aussi la petite passe, ESN, qui a duré que 2 ans. Après je me suis reconcentré plutôt sur des clients finaux, mais c'est bien d'avoir vu aussi la partie, ESN. Du coup, après, j'ai été 5 ans en Île-de-France avec ma femme, où j'ai eu l'occasion de bosser pour un éditeur logiciel allemand qui s'appelle Wincore Nixdorf. Et en gros, il y a 3 gros, constructeurs d'automates bancaires au monde, et c'est un des 3. Et ils font donc la partie, construction, donc vraiment industrie des automates bancaires, et aussi la partie soft. Donc je reviendrai un petit peu là-dessus. C'est juste quelques sujets intéressants sur ces projets-là. Ensuite, j'ai fait 8 ans à la SNCF. Je suis revenu à Nantes, donc j'ai fait un petit aller-retour, où j'ai été dans différentes équipes, donc sur la partie, voyesncf.com, qui a changé de nom, qui est devenu Oui SNCF, et je suis parti avant le changement en SNCF Connect. Donc j'ai pas fait les 3, mais voilà, j'ai fait bon les 2 premiers, où j'ai eu différents postes, poste de Scrum Master, poste de Delivery Manager, donc c'est responsable d'équipe tech, avec des équipes assez conséquentes, hein. Le dernier projet sur lequel j'étais, c'est le portail d'accès aux offres de la SNCF. Donc en gros, c'est toutes les API de vente de billets de train et d'après-vente de billets de train pour l'ensemble des clients de la SNCF. Donc autant en interne qu'en externe. Donc Trainline est connecté dessus, SNCF Connect est connecté dessus. Les bornes libre-service en gare sont aussi connectées dessus. Et du coup, ça fait que c'est un projet assez énorme, hyper critique pour la SNCF. Donc il y a une centaine de personnes qui bossent sur le projet à Nantes. Et suite à ça, j'ai été faire 2 ans
chez IP. IP qui est un prestataire de services de paiement, donc type Stripe pour donner un petit comparatif, une plateforme qui facilite tout ce qui est intégration de différentes méthodes de paiement sur du web et aussi en boutique. Du coup, j'étais Head of Engineering de 6 équipes qui bossaient sur vraiment la partie core paiement. Et là, bah, ça fait 1 an que je suis à Shopopop, donc en tant que CTO. Donc un parcours en fait où, assez atypique dans le sens où quand j'étais donc au dernier poste à la SNCF, j'avais des équipes vraiment très grosses. Un passage du coup à IP, donc qui est une boîte qui fait à peu près, je pense, 230 personnes, avec 110 personnes à l'IT. Donc là, je suis redescendu, j'ai du coup un passage à l'échelle, plutôt à revenir sur des équipes plus petites, où on a un peu plus, d'un sujet vraiment plus opérationnel. Et Shopopop, bah, où au niveau IT, on est 37 produits et tech, donc 30 au niveau de la tech. Donc vraiment des profils d'entreprise et de services tech assez différents. Donc ça, c'est pareil, une expérience qui est plutôt intéressante à avoir. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche actuellement. Enfin, là où je m'éclate le plus, c'est justement là où on peut avoir le plus d'impact. Et donc, en fait, dans les structures un peu plus petites, on est assez rapidement confronté à des sujets où on est directement, enfin, on peut avoir de l'impact vraiment très, très direct. Entre le portail d'API de la SNCF et Shopopop, je Que suppose tu qu'il y connais? a, c'est des, ouais, ouais, qu'on connaît nous chez Blablacar. Je suppose qu'effectivement c'est des mondes et des enjeux différents, mais intéressants dans les deux cas. Comment tu décrirais toi aujourd'hui ton rôle de CTO chez Shopopop? Alors mon rôle de CTO, il y a 3 scopes, hein, un peu distincts. Du coup, je suis responsable des équipes de développement, donc assurer du coup les fonctions de delivery management, enfin vraiment de s'assurer qu'on ait un bon niveau de productivité, de tenue d'engagement de ce qu'on fait. Un rôle, aussi sur la partie, plus, production, donc bah, s'assurer que notre plateforme, tourne et soit dispo, donc garant du coup de la stabilité de la plateforme au global. Et j'ai aussi une casquette sur la partie sécurité, et donc bah, voilà, s'assurer qu'on soit dans les bons niveaux de standards de sécurité, sur l'ensemble de l'entreprise, du coup, pas que sur la partie, service tech. Je pense que les attentes qu'on peut avoir sur ce type de rôle sur, une entreprise de la taille de Shopopop, ça va être des choses qu'on va retrouver aussi dans les autres entreprises, mais c'est en gros être capable de donner un cap, une vision technique, assez long terme et qu'on puisse du coup, ne pas être que dans de l'opérationnel du quotidien et vraiment être capable de se projeter sur des chantiers tech qui soient un peu plus longs, et donner vraiment cette trajectoire-là. Ça, c'est un gros enjeu parce que c'est ça qui donne du sens, aux équipes, qui va donner de la motivation et on va comprendre ce sur quoi on est en train de travailler, quel va être le résultat qui est attendu derrière. Travailler aussi sur l'organisation, côté tech, du coup, et d'avoir une organisation qui soit la plus, fluide possible. Donc il y a des grosses différences en termes d'attente de choix d'organisation justement entre le portail Dex et OSOF, la SNCF, où il y a des enjeux de scalabilité, d'agilité à l'échelle. Vraiment quand il y a beaucoup d'équipes, bah, du coup, c'est pas du tout les mêmes enjeux que quand il y a beaucoup moins d'équipes. Donc savoir adapter, enfin, un truc important, je pense, c'est de pas vouloir tout le temps, répliquer les mêmes solutions. C'est-à-dire que, les solutions que j'avais, à la SNCF, sont pas du tout les mêmes qu'il y a à Shopopop. Alors il y en a quelques-unes qui sont en commun et qu'on peut appliquer telles quelles et qui vont très bien marcher. Et il y en a d'autres où il va falloir réfléchir et il va falloir être, pragmatique, en fait, dans ce qu'on va faire. Pas vouloir mettre un truc trop processé. On est une petite boîte, tu as besoin d'être aussi, rapide et d'être efficace. Donc faut pas apporter des contraintes trop lourdes, mais à côté de ça, il faut quand même être capable d'avoir un cadre qui soit assez propre pour pas, partir dans tous les sens, quoi. Ouais, ouais, moi, ce que je dis souvent, c'est, en fait, on fait un métier où on fait en permanence des trade-offs, des choix, et choisir, c'est renoncer. Mais ce qui est important, c'est de le faire de manière explicite, en sachant ce à quoi on a dit non. Et souvent, il y a des choix qui sont très implicites et ça aide d'aider tout le monde à les expliciter. Qu'est-ce qui t'a aidé pour te développer au cours de ta carrière? Tu nous parlais un peu des différentes entreprises dans lesquelles tu as évolué. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a aidé toutes ces années? Alors ça a été quand même principalement, pendant ma période à la SNCF là, sur les 8 ans. Donc j'ai eu successivement, enfin 3 managers, directs ou indirects, qui ont été vraiment des grosses sources d'inspiration pour moi. Clément, Cyril et Thomas pour les citer s'ils écoutent le podcast. Et donc finalement, je vais beaucoup piocher quand même dans ce qu'eux, ont mis en place et ont su, m'expliquer et donner du sens.
et j'ai pu voir aussi des résultats très concrets par rapport à ce qu'il m'avait, donné comme, un peu directive. Donc bah, ça voilà. Je m'en sers encore aujourd'hui assez, au quotidien, j'ai envie de dire. Et je me suis quand même réapproprié des choses pour me les faire à ma sauce, mais globalement, ça a été, quelque chose de très important pour moi. Peut-être si on zoome du coup, donc aujourd'hui, toi, tu es venu, t'installer à Nantes pour Shopopop et pour toi personnellement, est-ce que tu peux nous parler de ce choix-là? Ouais, alors d'un point de vue perso, c'est, bon, c'est un peu faire un peu beauf, mais c'est le côté foot. Je suis fan de supporter du FC Nantes. Alors je sais pas quand le podcast sera diffusé, mais j'espère qu'on sera encore en Ligue 1 au moment où il sera diffusé. Du coup, ouais, ouais, c'était un des enjeux, principal de pouvoir aller voir des matchs et rapprocher de mon équipe. Et d'un point de vue plus pro, quand je suis arrivé donc sur Nantes, il y a plusieurs années maintenant, donc c'était en 2006. En 2006, il y avait très peu de clients finaux finalement sur Nantes. Alors j'étais dans, comme je disais, à Accenture dans une ESN, mais je pense que le constat c'était qu'on était un peu vu comme du nearshore, pour les DSI parisiennes. Donc on était un peu les devs, pas chers, pas trop loin. Et ça a pas mal changé depuis. Et maintenant, il y a vraiment plein de boîtes, tech qui sont installées sur Nantes. Donc il y a vraiment un choix. Enfin, on voit plus que ça continue à arriver. Blablacar, vous avez des devs sur Nantes, Decathlon, Leboncoin, Doctolib, Akeneo, enfin, il y a vraiment plein de boîtes, bah, qui sont là et qui commencent à avoir des grosses structures tech. Donc ça crée un écosystème super intéressant avec des échanges avec ces boîtes-là. Il y a vraiment un trend super, super intéressant sur la tech à Nantes. Comme je te le disais, nous, on a vu effectivement ce trend-là, même dans nos recrutements chez Blablacar, et on est très heureux de l'équipe qu'on a constituée à Nantes. Est-ce que tu codes encore en tant que CTO? Alors, très peu, trop peu. Et en gros, quand j'ai à coder, c'est, surtout sur de l'outil, sur des choses très ponctuelles. C'est-à-dire, je ne vais jamais me lancer dans un développement, super, critique ou super long. Et je code beaucoup, enfin principalement, même à 100 maintenant, avec de l'IA générative. Alors du coup, bah, à l'époque, moi je faisais du dev, vraiment à 100 et je kiffais ça. Mais maintenant, en fait, au fur et à mesure, je pense que j'ai perdu, du coup, on va dire en compétences de développement pur. Et puis du coup, avec de l'IA générative, quand tu as quand même un super background, dev, bah, tu es hyper efficace, quoi. Tu peux aller super vite sur des choses, et donc juste savoir bien réadapter du coup le code qui était générique qui est jamais, bon enfin, c'est rarement bon du premier coup. Et du coup, bah, voilà, moi par rapport au temps que je peux y allouer, c'est le modèle qui me correspond le mieux. Et comme je disais, vu que c'est pour souvent faire de l'outillage qui est assez, temporaire ou des trucs, qui vont me permettre d'accélérer une tâche, bah, du coup, ça c'est un truc qui marche bien et voilà, c'est comme ça que je l'utilise. Et je pense que si j'allais coder, du coup sur la stack, le risque que enfin le problème qu'il y aurait, c'est que je serais pas dans les standards, en fait. Je voudrais faire un truc rapide et du coup, je serais pas dans les niveaux de qualité qui sont attendus par nos équipes. Donc ça serait contre-productif au final, je pense. Et alors, à part coder, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien avoir le temps de faire, mais sur lequel tu n'arrives pas à te réserver du temps? Ouais, bah, dans les casquettes que je citais tout à l'heure sur la partie, tech lead, là, il y a la partie, RSSI, on va dire. Donc actuellement, nous, on a fait le choix de pas, embaucher un RSSI à temps plein. Donc c'est moi qui porte ça et c'est assez compliqué finalement de trouver le temps. Donc moi, j'ai la chance, j'ai côtoyé par exemple à SNCF, il y a des équipes sécu assez grosses. Chez IP, il y avait toutes les contraintes, sécu liées au paiement, donc avec des certifications PSSI qui font que j'ai été, bien baigné dans les enjeux de sécurité. Donc je suis plutôt, à l'aise là-dessus, même si j'ai pas eu de formation, on va dire, dédiée et je suis pas, je suis pas un pur RSSI. Mais vraiment, c'est la question de temps à y trouver, et louer. Donc pour constituer le backlog et dérouler, le backlog, sécu. Là, du coup, un peu le trade-off en cours, c'est, de se dire: «Bah, je laisse passer un peu l'année pour voir si j'arrive à me dégager un peu plus de temps là-dessus». On a un recrutement là, un nouveau, SRE qui arrive avec, des compétences, SecOps, donc qui va pouvoir me être un peu, me rarmer pour justement, dérouler le backlog sécu. Et l'idée, c'est en fin d'année, bah, de voir, est-ce que, bah, il faut embaucher, vraiment un RSSI. La question qu'on se pose en gros, c'est est-ce que le RSSI, à temps plein, il se ferait pas un peu chier pour dire les termes, dans une taille d'entreprise telle que la nôtre. Je me fais aussi accompagner par une boîte, de sécu qui s'appelle BZ Hunt, qui est une boîte qui est à Brest, pour avoir du conseil, justement bénéficier un peu
d'une expertise que je n'ai pas forcément. Donc il y a toujours, ouais, à quel moment ça devient opportun là, je sais pas si toi tu as des réponses là-dessus un peu Olivier, mais à quel moment ça devient opportun d'avoir un SSI un peu, dédié? Ouais, ouais, c'est un. Donc moi, je coach pas mal de VP Engineering et de CTO et c'est une question qui revient souvent. Et avec aussi, je crois, la difficulté que dans la casquette RSSI, il y a des sujets extrêmement différents, des sujets très légaux, documentation, c'est quoi la écrire, avoir les bons documents, avoir écrit la politique de sécurité, etc. Il y a des sujets très techniques de sécuriser la plateforme de prod. Et il y a des sujets très training des employés, sensibilisation des employés, etc. Et c'est trois casquettes quand même très différentes à la fin. En fait, c'est pour ça que souvent les CTO ils viennent avec une des casquettes sur lesquelles ils sont à l'aise. Souvent c'est celle du milieu de bah oui je sais ce que j'ai besoin de faire pour sécuriser ma plateforme de production. Et les deux autres sont moins évidents mais ça peut être des bonnes occasions effectivement de sans forcément faire venir quelqu'un à temps plein, ça peut être des bonnes opportunités pour se faire aider par. Il y a des boîtes effectivement qui peuvent venir apporter un appui sur les autres dimensions du poste. Mais ouais, ouais, ce sujet de la sécurité au sens large, c'est un sujet qui est assez fréquent dans les boîtes, parfois même plus petites que Shopopop. Et ça reste un sujet aussi après de comment est-ce qu'on scale correctement les équipes sécurité et ces sujets-là au fur et à mesure que l'entreprise grandit. Est-ce que tu as trois conseils pour des gens comme toi, CTO, VP Engineering, Head of Engineering, qui pilotent des plateformes et des équipes d'ingénieurs? Ce serait quoi vraiment les trois sujets sur lesquels tu te dis c'est ça qu'il faut pas rater, c'est là qu'il faut porter son attention? Je vais donner un peu les 3 sujets que j'ai eu à mon arrivée à Shopopop, qui ont été de bien prendre en compte le bon équilibre entre le build et le run. Il y avait quand je suis arrivé il y a un peu plus d'un an, il y avait un gros déséquilibre. Du coup, la partie run était incarnée que par l'ancien CTO et un tout petit bout de dev, dans les équipes, donc c'était, pas du tout bien équilibré. Donc là, ce qu'on a transformé, c'est vraiment, incarner le run au sein des équipes et mettre en responsabilité les équipes sur, le run de leurs produits. Et donc ça a été un gros changement. Aussi capable de donner un cap précis, donc ce que je vous disais tout à l'heure, une vision technique, long terme pour savoir où on va et pouvoir expliquer un peu les différents chantiers techniques qu'on va amorcer et en quoi, ils vont venir répondre. Et le dernier point, s'assurer d'avoir le bon niveau de maturité des équipes. Donc si je prends le cas de Shopopop, on a énormément de profils en reconversion, donc ce qui est super, hein, sur le principe et tout, on a une super histoire en plus voilà, c'est une reconversion qui sont super bien passées. Quand je dis attention au bon niveau de maturité, c'est, avoir, des gens assez seniors, pour encadrer, du coup des profils juniors ou en reconversion. C'est essentiel, enfin, faut pas qu'on ait un déséquilibre trop important, sinon, c'est pas gérable. Donc ça, du coup, on a eu un enjeu un peu de recrutement sur des profils plus seniors, on va dire, pour assurer ça, quoi. Super, merci. On arrive à une question que moi j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un de tes fails, un des échecs que tu as connus et comment tu l'as traversé? Comment tu en as fait une réussite? Ouais, alors je pense que c'est une histoire qui a peut-être déjà été un peu racontée, par Doctolib, je pense sur ce podcast-là, d'ailleurs, ou sur un autre podcast. Mais l'issue est un peu différente. Du coup, c'est lors, des annonces du confinement. Ce que ça a eu comme effet, nous, sur la plateforme de la SNCF, sur la vente des billets de train, c'est qu'on a eu une sorte de DDoS, vraiment, au moment où ça a été annoncé, vraiment dans la seconde, enfin les secondes qui suivent, avec un pic de trafic vraiment, exceptionnel. Juste pour donner quelques chiffres, globalement, on était en pic à plutôt allez, on va dire à 500 requêtes secondes, sur la partie, cotation, devis du coup, sur les billets de train. On est passé à plus de 1 600 requêtes, secondes, juste après l'annonce. Ce qui fait qu'en fait, on était sur une plateforme, on-prem à l'époque, et donc sans élasticité. Et ça a eu, l'effet d'avoir un beau down, de la plateforme. Alors ça a commencé finalement par les partenaires avec lesquels on a intégré. Donc là, en gros, le portail d'accès aux offres de la SNCF, il est interconnecté avec tous les transporteurs de la SNCF. Donc les systèmes ont commencé un peu à bagoter et c'est remonté sur l'orchestrateur qui était, dans notre périmètre, ça a saturé du coup tout ce qui est pool, de connexion. Un beau downtime et du coup, ce que je me disais par rapport à Doctolib, où eux, ils avaient eu,
le côté plus, success dans le sens où ils avaient, chez un cloud provider et donc ils ont pu scaler pour répondre au trafic. Nous, ça n'a pas été le cas et en plus, deuxième côté négatif, c'est qu'au deuxième confinement, entre temps, on avait fait plein de tests de charge, on fait plein d'optimisations. On était toujours sur du on-prem. On avait un peu gonflé, les serveurs, mais dans la limite de ce qu'on peut faire avec de l'on-prem, bah, des fois, il faut racheter des machines. Enfin, c'est compliqué du coup de scaler, rapidement et au deuxième confinement, bah, un peu rebelote. On avait quand même pris quelques actions pour mitiger le risque, notamment côté, oui, SNCF, il y avait une sorte de SaaS qui avait été mis en place un peu à la quand sur les billetteries pour les festivals, du coup, on a une file d'attente, qui a baissé un peu la pression. Mais globalement, la plateforme, pareil, elle a été, à nouveau, HS pendant, pareil, une trentaine de minutes. Donc là, la conséquence, c'est, le bad buzz sur les réseaux sociaux, les gens qui peuvent pas, du coup, changer leur train. Et puis, bah, dans la presse aussi, enfin, du coup, tout le monde en parle, hein, vu que c'est un truc qui est facilement utilisé. Donc ça, c'est un peu le fail, même si, maintenant, du coup, la plateforme, elle est hébergée sur le cloud et j'ai eu écho, dernièrement, il y a eu l'ouverture des ventes des billets de train, et donc la plateforme a réussi à scaler jusqu'à, je crois qu'ils sont montés à plus de 2000 requêtes secondes sur la partie devis. Donc maintenant, sur le cloud, c'est, beaucoup plus, scalable. Ouais, ouais, bah, ça, nous, on le voit très bien chez Blablacar, où on a beaucoup de saisonnalité avec des gros pics au moment des vacances, et même pendant l'année, beaucoup plus de trafic pendant, les mois d'été, en plein milieu du mois de janvier. L'élasticité que permettent d'avoir, les infrastructures cloud sont quand même hyper intéressants. Peut-être une toute dernière question avant de conclure. On parle beaucoup de d'IA générative en ce moment. Est-ce que c'est un sujet que toi tu regardes à titre perso dans le cadre de Shopopop? Est-ce que c'est Ouais, un alors je pense un peu comme toutes les boîtes, on est en train un peu de se pencher sur le sujet. On a, un peu toute la boîte qui est en train de regarder quels sont les use cases qu'on pourrait mettre en place. Moi, j'ai un petit sujet là, on va faire un hackathon bientôt là, à Shopopop, sur le mois de juin. Il y a un sujet que je suis en train de porter là, qui est d'utiliser du coup un modèle sur Mistral AI, pour faire de la recommandation de réponses sur Zendesk, donc pour le service client. En gros, l'idée, c'est, de créer des datasets à partir de l'historique, des réponses qu'on a pu avoir sur Zendesk, prendre aussi, notre base, de connaissances sur Notion et de réentraîner du coup un modèle, Mistral AI, qui va nous servir après, bah, du coup avoir des internal comments dans Zendesk, donc une proposition enfin un message qui est juste visible en interne, qui serait une recommandation de réponse, qui a été générée par l'IA. Donc après ça sera au service client de dire: «OK, c'est plutôt pertinent, ça me fait gagner du temps parce que j'ai direct les bons liens vers la FAQ ou des choses comme ça et du coup, j'ai juste à faire un copier-coller et ça me permet de répondre aux clients. Ou, à contrario, bah, non, c'est pas quali et du coup là, réussir à avoir une boucle de feedback avec le modèle pour le réentraîner derrière et donc bah, vraiment une source d'amélioration de la productivité côté service client avec cette IA générative. Je profite juste d'un truc, j'ai pas du tout parlé de Shopopop et je pense ce que je disais tout au début, je pense qu'il y a pas, je crois, un taux de notoriété de 12, donc globalement, 9 personnes sur 10 sans doute qui connaissent pas l'entreprise, donc je vais juste en parler, rapidement. Du coup, Shopopop, c'est un concept, la boîte a été créée en 2015, on a fait nos premières livraisons en 2016 et du coup, c'est la livraison collaborative. Donc c'est un système de cotransportage, donc un terme un peu, repris de covoiturage, certains Blablacar. Donc l'idée, c'est assez simple, hein, c'est des particuliers qui vont, profiter de leur trajet du quotidien pour faire des livraisons. Donc l'exemple typique, bah, c'est, je fais mon trajet, de chez moi jusqu'au boulot ou l'inverse et du coup, bah, je vais aller faire un petit détour pour aller à un drive d'un supermarché. Je récupère les courses et puis je vais aller livrer à un des voisins, qui habite, sur le coin dans le coin. Il y a plein d'avantages à ça, du coup, ça évite d'avoir un trajet dédié, pour la personne qui aurait été chercher ses courses. Ça permet d'avoir un complément de revenu. On a un système du coup, de pourboire qui est assigné pour les personnes qui font les livraisons et ça fait un modèle aussi un peu scalable, ce qui est un peu, comparativement actuellement où, sur des transporteurs pro, bah, du coup, il y a des limitations par rapport aux tournées qui sont possibles avec les personnes qui sont employées. Bah, là, on a une communauté qui est gigantesque, et donc ça nous permet de faire beaucoup de livraisons. Donc on peut avoir des pics un peu nous aussi de charges, à certains moments. Par exemple, pour les périodes de fête des mères, bah, il y a plein de fleurs à livrer. Bah, du coup, nous, on est capable de répondre à ce genre de situation de manière assez bonne.
Il y a plein de points communs entre effectivement entre, Blablacar et Shopopop et on en parlait, quand on a préparé l'épisode. Et ben, merci beaucoup Laurent, c'était un plaisir de te recevoir et d'échanger avec toi et on se retrouve très bientôt sur le podcast Techrox. Merci Olivier, salut!